Bonjour à tous, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Et aujourd'hui, c'est d'humour et de scène dont il va s'agir avec l'humoriste Marina Rollman. Son spectacle s'appelle sobrement Un spectacle drôle et se joue en ce moment même au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Vous pouvez également retrouver Marina sur France Inter chaque semaine où elle officie avec une chronique, La drôle d'humeur de Marina Rollman. Il y a également de nombreuses vidéos sur YouTube où vous pouvez un petit peu voir ce qu'elle produit et justement, puisque Marina Rollman est si drôle, j'ai décidé de l'inviter et de lui donner la parole pour saisir ce qui se joue quand on veut faire rire et lorsqu'on y arrive surtout. Et avec elle, on va parler de l'écriture de l'humour, de la question du corps sur scène, mais aussi de son premier bide et de sa relation avec cette hypothèse que ça se reproduise évidemment. Bonne écoute. Bonjour Marina. Bonjour. Ton spectacle, il s'appelle très sobrement Un spectacle drôle. Absolument. On est donc relativement prévenu qu'on verra pas une tragédie grecque, voilà, typiquement. Exactement. Mais on s'attend évidemment à rire. Ce qui n'est pas si anecdotique que ça. À titre personnel, le rire que tu déclenches, est-ce que tu essayes de lui donner un sens ? Non, je crois qu'en fait ça se fait assez spontanément. C'est que en fait, comme je fais partie du camp du bien et que je suis très politiquement correcte et que je suis probablement trop timorée, etc. Mais c'est naturel, hein, c'est pas concerté, mais je sens les insultes des gens qui me trouvent qui sont pas d'accord. De fait, mon rire, il est un peu dans ces clous-là, tu vois, du bien-pensant, etc. Ouais. Okay. Mais c'est pas un effort concerté, c'est juste que il se trouve que j'ai pas envie de faire de blagues homophobes, tu vois, je vois pas trop l'intérêt. Et du coup, tu vois ça, ou oui, enfin ça me ferait chier d'attaquer les véganes. Enfin tu vois, j'ai un peu un truc comme ça. Donc voilà. Donc non, je cherche pas à faire du sens, mais vu que j'ai besoin d'être un peu cohérente avec ce que je pense moi, il se trouve que ça charrie les mêmes valeurs que j'ai politiquement. Et il se trouve qu'il faut nécessairement un angle ou un parti pris, toute proportion gardée sur ce terme quand on fait un sketch, un spectacle. Après, il y a des gens qui pourraient te faire 10 minutes sur un buisson. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens qui ont en fait. Oui, mais en soi, c'est un parti pris, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des endroits où la couleur politique ne transparaît pas forcément, et moi, c'est un peu le cas, et ça me gêne pas, mais ça reste très doux, c'est gentil. Et puis je pense que tu le sais un peu à ma gueule, enfin, je suis un peu alignée avec le temps, tu vois. Je bosse sur Inter, tu vois mon Instagram, j'ai mon petit chien, je vis dans le marais. Enfin, tu vois, le tout est assez cohérent. Donc voilà, donc je suis ni Indira Gandhi, ni qu'on embrasse, bisous Indy, et ni quelqu'un de très poil à gratter qui va à rebrousse-poil de l'époque, etc. Voilà. Je suis assez boring, hein. Je suis une petite meuf un peu bobo qui fait des blagues du coup un peu bobo, quoi. Ben justement, est-ce que ça veut dire quelque chose d'une personnalité de vouloir faire rire ? Ah oui, il y a une énorme blessure d'ego, il y a un vrai problème de où tu as grandi et comment étaient tes parents et pourquoi est-ce qu'ils t'ont maltraité. Non, il y a très clairement, je pense, une drôle de démarche de vouloir aller se faire applaudir et demander l'assentiment de gens que tu ne connais pas, etc. sur ton travail. Donc on peut dire qu'il y a peut-être un moteur étrange et névrotique chez tous les gens qui font de la création en public. Après, d'aller faire rire, il y a souvent ce truc c'est un peu un cliché, mais il se vérifie quand même assez fréquemment, ce côté politesse du désespoir, clown triste, etc. Et puis après, ça vient aussi d'une démarche. Moi, je fais partie d'une minorité qui n'en est pas une, c'est-à-dire les femmes sont minorisées dans l'espace public, etc. Je pense que le fait de faire rire chez les gens en minorité, que ce soit une minorité de genre, d'orientation, ethnique, religieuse, etc. Ça, je pense qu'il y a un naturel à ça, parce qu'il y a un côté, la nécessité de faire un pas de côté, tu vois, de voir les absurdités de l'extérieur, etc. Donc, je pense que la démarche, à nouveau, là, c'est pas un truc, tu sais, actif. J'ai pas pensé, genre, je vais devenir humoriste, mais la rencontre du fait que parfois je suis un peu triste et que j'aime bien écrire et que je vois certains trucs d'une manière un peu absurde et que j'ai un regard qui n'est pas celui forcément de la majorité surtout, ça crée tu vois, un diagramme de Venn parfait pour finir par aller faire des blagues, quoi. Ouais. Et justement, tu viens de parler de cette histoire de vouloir être aimé, de vouloir, en tout cas de se montrer devant une espèce de public. Hein, c'est même pas une espèce, c'est un public. Le succès, la popularité, cet effet instantané sur une scène et peut-être même dans la rue désormais, ça donne quelque chose que je peux pas décrire parce que précisément moi je le vis pas.
mais ça n'est pas quelque chose de normal. Du tout. Quel genre d'accoutumance ça provoque d'être applaudi, d'être reconnu, d'être regardé seul sur une scène typiquement? Moi, je pense que justement, en fait, quand j'ai commencé, donc il y a 6-7 ans, j'en avais vraiment énormément besoin de cet assentiment, cette cooptation d'étrangers qui me disaient bravo, tu penses bien, tu es juste, on se connecte, etc. Et plus ça va, plus je me rends compte que je m'en fous un peu. Mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont accros à ça. Mais moi, plus ça va, plus je me dis maintenant, je crois que c'est bon, je l'ai eu le regard public et j'en ai moins besoin. Peut-être parce que j'ai construit, tu vois, une autre confiance en moi, ou que on m'a confirmé que je pouvais être marrante, donc peut-être je pourrais explorer d'autres médiums, tu vois. Il y a peut-être un truc un peu comme ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont complètement addicts, ouais. Et pas à la notoriété en elle-même, hein, vraiment juste à la décharge d'adrénaline que provoque l'applaudissement, le rire, etc. Et là, moi, je commence à l'avoir un petit peu moins. En fait, il y a aussi un truc assez beau dans le rire, je pense, auquel tu peux développer une certaine accoutumance. C'est pas forcément le feedback pour toi, c'est plutôt le sentiment de communion. C'est-à-dire que il y a d'un côté les applaudissements et les rires qui sont une manière de te dire bravo, on aime ce qu'il y a dans ton cerveau, tu penses bien, tu réfléchis bien, etc. Mais il y a aussi ce moment où en fait ce que le rire nous dit quand il est pratiqué comme ça sur une scène et tout, c'est que si on rit tous là, c'est qu'on a compris la même chose, on a vécu la même chose. Et c'est très rassurant. Et il y a un truc très beau tu vois, d'échange, de communion et tout. Et ça, je pense que ça peut être un peu addictif, tu vois, de l'expérience commune, quoi. La communion aussi, c'est pas, on n'a pas forcément compris, mais comme tout le monde rit, on rit. Ah mon Dieu, c'est terrible, oui, j'avais même pas pensé à ça. Tu vois, c'est là où l'ego m'aveugle, c'est que je me dis, genre, c'est qu'on a tous compris, non, mais qu'on parce que s'aime moi, je l'ai tous. déjà vécu, tu vois, rire alors que presque j'avais pas compris la blague. Ah, c'est super. C'est vrai, t'as raison, c'est très intelligent ce que tu dis, je n'ai jamais... C'est peut-être le moment où il faut rire et... Du coup, je vais peut-être le faire, puisque tout le monde est en train de le faire. Donc peut-être tu es sociopathe et tu as besoin que les gens disent « il faut rire maintenant ». Oui, c'est vrai, il y a plein de gens qui font exprès. Mais tu sais que parfois, j'ai un copain qui vient d'aller faire là, 1 mois de cours pour devenir prof de yoga. Il était en Inde, machin. Et ils ont commencé un peu à toucher du doigt. Il en a pas fait beaucoup, mais moi, c'est un truc que je connaissais déjà, que je trouvais un peu fascinant, mais que j'ai jamais fait, qui est le yoga du rire. Tu sais, où en fait, tu commences par te forcer, entre guillemets, à rire, mais au bout d'un moment, ça entraîne un rire qui est réel et qui déclenche un vrai truc chez les gens. Ah, mais c'est un truc vraiment de psychopathe. Quand tu vois des vidéos de ça, c'est extraordinaire parce que tout le monde a l'air barge et au bout d'un moment, ça marche et après, c'est du vrai. Et on dirait une espèce de performance qui appartient plus à un musée d'art contemporain qu'à une salle de classe. Tu vois, c'est hyper bien. Et donc, oui, effectivement, il y a le rire... du groupe qui t'écrase et qui te dit il faut rire maintenant et toi t'es là je vais être comme vous tous. Comment on décide plutôt de construire la structure de son spectacle en rapport avec son genre, parce qu'il y a des spectacles participatifs, il y a des spectacles, des stand-up, etc. Comment on se dit je vais faire du stand-up tout bêtement? Est-ce que c'est en rapport avec tes goûts de spectatrice, en rapport avec tes modèles? Est-ce que c'est en rapport avec, je sais pas? Ouais, moi, ce qui m'a donné envie de faire de la scène, c'est du stand-up. Et donc, en fait, j'ai commencé à écrire du stand-up. Okay. Et donc, en fait, tu fais des 5 minutes d'abord. Généralement, le stand-up, t'écris pas un spectacle tout de suite. En fait, t'écris des 5 minutes que tu vas tester dans des comedy clubs. Puis 5 minutes deviennent 10. Puis au bout d'un moment, t'as un quart d'heure. Puis après, t'as une demi-heure, etc. Et donc, voilà, moi, c'était ça la forme qui m'avait appelée. C'est que c'est celle que j'ai vue où je me suis dit, je comprends un peu comment ça marche. Je crois que je comprends comment je pourrais faire ça. Et c'est ça qui m'a donné envie de le faire. Mais justement, aujourd'hui, maintenant que j'ai un peu exploré ça, je m'interdirais pas de faire des trucs un peu différents. Pas forcément des trucs à personnage, mais du seul en scène un peu différent, quoi. Pas du participatif, typiquement, où on va chercher quelqu'un... Un truc d'impro et tout? Non, ça, je pense pas trop. Potentiellement, Non, ça, je pense pas trop. À tes débuts, tu as participé à un concours d'humour. Ouais. Donc, tu es suisse. Ouais. Tu viens de là, en tout cas. Ouais. Ce concours, ça a visiblement été une espèce d'échec. Ouais. Et pendant 5 ans, 4 ans, tu as rien fait, en tout cas pas d'humour. Tu as certainement fait plein de choses, mais pas d'humour. C'était quoi ta problématique par rapport à l'humour à cette période? Quel avenir tu te donnais dans ce domaine précisément? En fait, j'ai vraiment essayé une fois et raté. Et en fait, c'est ma première fois était pas bonne, comme beaucoup de premières fois le sont, ou ne le sont pas. Mais moi, au lieu de remonter en selle tout de suite, ça m'a traumatisée parce qu'il est violent, l'échec. Faire des blagues qui ne marchent pas en public, on n'est pas toujours prêt psychologiquement à ce que ça fait. Fois, donc on se dit c'est ça la vie. Voilà, exactement. Et donc, moi, à partir de ce moment-là, je me dis ok, je vais jamais faire ça de ma vie. Et à la fois, je veux absolument le refaire une fois, juste pour m'être prouvé que je pouvais remonter en selle. Tu vois. Donc en fait, cette pensée, elle va se loger quelque part au fond de mon petit cervelet.
Et je fais d'autres trucs créatifs, je continue à écrire, etc. En me disant toujours, genre, tu sais quoi, un jour je remonterai, mais vraiment comme si je t'avais dit, une fois t'as raté un karaoké, tu vas le refaire. Mais je me disais presque, je vais remonter devant personne que je connais, dans le trou du cul du monde, et juste le faire pour l'avoir fait, tu vois. Donc oui, c'était pas du tout une fatalité. C'était un truc genre, premier échec. Enfin si, c'était une fatalité parce que je me disais, bon, très clairement, ce sera jamais ma vie, c'est horrible et tout, mais je le referai une fois juste pour me prouver quelque chose. Et en fait, c'est là où il y a une surprise. C'est que quand je suis remontée dessus, je me suis rendu compte que ah mais non en fait là si ça marche bien c'est merveilleux, il faut faire ça tout le temps, tu vois. C'était ça avait planté une graine un peu différente de ce que je pensais. Et après ce premier bid dans l'idée, c'est un bid, hein. Oui. Quel rapport t'entretiens précisément avec le bid, avec le fait de ne pas faire rire, de potentiellement échouer, de potentiellement faire mal ton métier, enfin d'être un peu dépossédé de ce pourquoi on vient de voir. C'est évidemment plus complexe et parfois même plus circonstanciel que ça, mais c'est tout ce que ça peut englober, un bid. Le fait de se dire, je viens d'échouer alors que les gens, précisément en plus, ont payé. Alors la première fois, moi, c'est pas devant un public, c'est un concours. C'est vraiment la première fois que je monte sur scène. Non, mais aujourd'hui, en l'occurrence. Et c'est intéressant. Et en fait, au début, t'es très angoissé par l'idée du bid. Qui peut arriver et qui, en soi, je sais pas si c'est très grave d'ailleurs. Bah non, justement, en fait, je pense que c'est grave tant que tu penses que c'est un truc très grave. Donc t'es dans une maîtrise sur scène et justement parce que tu mets ça dans une balance très bizarre, binaire, de genre réussite ou échec, t'es pas très bon, en fait. Et à partir du moment où tu te dis, il peut pas y avoir de bide, c'est-à-dire je peux tester des idées, si les gens ne les comprennent pas, j'ai moyen de me rattraper et on fait tout ça dans quelque chose de beaucoup plus fluide. Et en fait, je pense que quand t'arrêtes de réfléchir en termes d'échec ou pas, tout s'ouvre. C'est-à-dire que déjà tu te rends compte que la trouille que t'avais elle est stupide, ensuite que la trouille te met dans un truc de maîtrise, enfin de surcontrôle qui est pas productif non plus, tu vois. Ouais. Et en fait après ça devient quelque chose de beaucoup plus souple et beaucoup plus patinage artistique, tu vois. Alors aujourd'hui il y a des moments où ça marche pas et c'est voilà, exactement Brian Joubert des idées. Après ça continue à arriver de temps en temps, je sais pas, parce que tu joues dans un endroit complètement inattendu, tu vois, je sais pas, pour la première fois tu vas faire un festival au Liban et ça se passe pas bien, tu vois. Faut vraiment détacher. Moi je me rends compte que au début ça me touchait, mais vraiment il y avait pas de couche entre moi et le beat, enfin c'était vraiment, ça allait jusqu'au fond de moi. Mais à juste titre j'imagine, parce que les débuts c'est souvent ouais, mais je pense qu'il faut aussi apprendre à pas mettre tous tes œufs dans le même panier. En fait, si ta satisfaction ne vient que de ton boulot, s'il y a rien de construit à côté, ça doit être très dur. Donc moi, plus ça va, plus je me dis oh là là, il y a d'autres choses, hein. Et que ça me fait de la peine quand je vois des gens qui se prennent la tête et qu'il faut, tu vois, c'est un échec pour eux, c'est genre la fin du monde. Moi, ça me fout trop les jetons, en fait. Je mets pas ça dans le travail, quoi. Je le mettais, je pense, mais c'est plus le cas. Alors du coup, je viens de le dire, t'es suisse, et en Suisse, il y a beaucoup moins d'humoristes. Et de fait, il y a beaucoup moins de compétition, de concurrence. Est-ce que ça s'est ressenti dans ta manière de travailler en France ? Cette espèce de... Il y a en fait, moins de pression, potentiellement. Bah, il y a plus, pardon, de pression. Ouais. En fait, c'est juste qu'on est moins. On est 2 millions de francophones. Ouais. Donc, il y a ça. La réponse peut être non, hein, ça... Non, je crois pas que ça m'a tellement mis la pression parce que la qualité est pas forcément. Tu vois, c'est pas parce qu'il y a forcément plus de gens. Il y a beaucoup plus de gens mauvais, quoi. En vrai. Ouais. Et puis je sais pas, peut-être qu'inconsciemment, enfin en tout cas c'est une question que je me suis posée. On se dit tiens, le niveau est pas beaucoup plus haut. Tu vois, donc c'est pas angoissant sur ce plan-là. Ouais. Et en fait, je pense que comme je ne me défais pas de l'idée que j'ai cette porte de sortie de la Suisse, si un jour ça va pas, je me dis pas, tu vois, c'est genre marche ou crève ici, genre si ça ratait. Je vais finir à 200 balles par mois, tu vois, je vais finir à la rue, quoi. Ouais. Je me dis, bah si ça rate, un jour, je rentrerai en Suisse, puis je pense que je pourrais me faire une petite voix dans la culture et les médias en Suisse, tu vois. Donc je pense qu'en fait, parce que j'ai cette porte de sortie dans un coin de ma tête, la pression est pas la même, d'autant que je me sens pas surreprésentée en France. C'est-à-dire qu'il y a quand même encore moins de femmes, il y a moins de femmes qui ont le genre de plume que j'ai, il y a un tout qui fait que je me sens... La réelle saturation qui existe avec les spectacles par exemple à Paris, je me sens pas hyper concernée parce que j'ai de la chance déjà, c'est que j'ai une super prod et que mon spectacle est très rempli depuis le début, voilà, que j'ai pas l'impression qu'on est 12 à marcher sur mes plates-bandes, donc tu vois, c'est peut-être aussi autre chose. Mais c'est important. Et puis t'es pas vraiment en compétition avec les autres en fait dans ce métier quand même, t'es un peu en compétition avec toi-même, c'est un peu vraiment hyper bateau ce que je dis, mais tu vois, tu peux pas vraiment te voler un taf, c'est genre, faut que tu t'améliores dans ton coin et un jour si t'es très bon, tu seras très bon, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un endroit, tu sais, par exemple en entonnoir dans une entreprise où en fait tu te rends compte que si c'est lui pas ce genre de voilà, domaine qui prend
ta promotion, il te sera passé devant pour un poste précis et tout. Ouais. Donc je la ressens pas trop. Après, la saturation, elle est palpable, ce qui fait que oui, c'est difficile de remplir les salles pour plein de gens. Moi je te dis, j'ai de la chance, ça marche bien jusqu'à maintenant, mais tu le sens, à Paris il y a trop, quoi. Tu les vois, il y a des affiches ça et que tout. je disais, compétition, etc. évidemment. Ça je le sens pas trop parce que je suis bien entourée et qu'ils arrivent à vendre mes Oui, tickets, je sais pas comment ils ça. font. Et puis, après, moi, il y a un truc qui m'embête, c'est la présence, mais ça, c'est un peu pareil en Suisse et tout, c'est la présence dans les médias, c'est-à-dire le virage qu'on fait depuis quelques années vers l'infotainment impératif et la drôlerie partout, et le fait qu'on a tant de concentration de poissons rouges amnésiques et qu'on n'arrive pas à se dire, genre, je vais pas lire 10 pages sur les séries, en revanche, je peux voir plein de petites vidéos de 2 minutes pour. Tiens. Et ça me paraît un petit peu dangereux pour notre rapport à l'information, à la politique, à tout ça, quoi. D'ailleurs, en parlant d'information, tu officies également sur France Inter, tu l'as dit tout à l'heure, où tu as une chronique chaque semaine. Ouais. L'écriture radiophonique, c'est naturellement différent de l'écriture scénique, disons. Parce que, évidemment, sur scène, c'est une oreille et un regard. Et la radio, ça supprime les mimiques, ça supprime le comique de situation, etc. Alors, comment on s'adapte à ça ? Alors, oui et non, parce qu'en fait, la radio, tu l'as fait. En tout cas, c'est mon cas, quand tu la joues, vu que tu la joues pour les gens qui sont dans le studio, en fait. C'est un peu aussi, et maintenant c'est également filmé la radio, Ouais. mais... Et en fait, toi, pour avoir des effets, vu que tu veux faire rigoler, tu sais pas comment les auditeurs vont le prendre chez eux. Mais si on garde la partie spectacle vivant, tu le joues pour les gens qui sont dans le studio. Donc en fait, les gens qui sont dans le studio, je pense qu'à partir du moment où tu le fais, tu penses plus, tu vas faire une mimique ou tu vas se dire. Non, mais en c'est fait, justement, de voir que c'est comme ça que tu le je crois que joues. c'est difficile d'écrire 100%. D'autant plus les émissions comme la nôtre qui a un tout petit peu de public et tout, on est plusieurs autour de la table. En fait, je pense que tu le joues vraiment en disant je le joue pour ce micro-public qui est là. Et on verra comment les gens le reçoivent chez eux. Après, effectivement, il y a ce truc étrange qui est que tu lis ta feuille. Donc, de fait, ouais. ça, c'est un peu différent de la scène, dans le sens où, justement, parfois, ça peut te jouer des tours au début. Tu vas faire des tournures qui ne sont pas exactement naturelles. Parce que tu te dis, genre, c'est de l'écrit. Ouais. Et moi, plus ça avance, plus j'essaie d'écrire comme je parle, même à la radio. Parce qu'au début, la tentation, tu vois, c'est de faire un truc, pas Stéphane de Groot, mais tu vois, je veux dire, un truc très écrit. Assez léché, ouais. Et en fait, plus ça avance, plus moi, je me rends compte que je suis à l'aise quand ça ressemble à la manière dont je parlerai sur scène. Ça, c'est un exercice intéressant. L'écrit naturel. Parce qu'en fait, sur scène, de fait, tu vas parler comme tu parles. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, enfin, au bout d'un moment, 1h10, 1h30, je sais plus. Tu parles comme tu parles, tu t'oublies pas tout à la virgule. Enfin, tu ne dis pas tout à la virgule. Tandis que à la radio, tu peux avoir cette tentation. Et donc, la difficulté, c'est d'écrire de manière très parlée. De pas faire de la littérature, tu vois, parce que c'est là que ça se plante un peu. Est-ce qu'il y a précisément une de tes chroniques qui t'a inspiré, une idée de sketch ? Ça peut être l'intérêt de la contrainte, comme l'Oulipo en littérature, tu sais, où tu vas te mettre une contrainte, ça libère la créativité, ça ouvre des portes. Alors généralement, moi, en fait, c'est le contraire, c'est des bouts de mon spectacle qui me lassent, que je fous en chronique. C'est drôle. Parce que moi, j'aime bien changer assez souvent le spectacle, même si c'est le même spectacle, en fait, il y a beaucoup qui changent. Enfin, si tu le vois pas pendant 6 mois, tu verras, il y a beaucoup qui a changé. Ouais. Et donc, les trucs que j'aime bien avoir écrits, qui me semblent marcher, mais dont je suis lasse de la répétition sur scène, je les fous dans une chronique. Et dans l'autre sens, non, généralement, en fait, quand j'ai une chronique, ça passe pas sur scène. Parce qu'une fois que je l'ai dit, je me dis merde, si les gens ont aimé la chronique et viennent me voir en spectacle, ça me ferait bizarre qu'ils revoient la même chose, tu vois. Donc, c'est plutôt. Ça marche plutôt à l'envers. Je crois qu'une fois, j'avais écrit un truc sur la sexualité qui a commencé comme une chronique radio. Et là où c'était intéressant, c'est que la force de la scène, c'est que ça a germé, c'est-à-dire que l'idée écrite était radiophonique, et en fait, en le jouant sur scène petit à petit, il a pris de l'ampleur, et là, pour le coup, il y a eu tout un jeu muet, et des gestes et tout, en partant d'une idée de radio qui, du coup, était contrainte par le médium. Bah justement, oui, c'est ça, c'est intéressant, parce que l'écriture d'un spectacle, c'est une écriture particulière, tu pars souvent du particulier pour aller vers des réflexions vers le collectif, vers des réflexions un peu plus larges, qui parfois sont fondatrices de notre société. Mais hors période d'écriture, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des périodes d'écriture ? Hors période d'écriture, comment il se manifeste ton regard d'humoriste ? Est-ce que, en voyant, je sais pas, la file d'attente d'un resto italien pour manger des pâtes, tu te dis, tiens, est-ce que en voyant un gâteau en forme de citron à plus de 20 €, tu te dis, tiens, ou est-ce que c'est quelque chose de plus solennel ? Est-ce que tu as des périodes d'écriture ? Ah ouais, non, c'est des notes tout le temps, ouais, c'est ça. Ou tu te balades et tu te dis... C'est ça, c'est des notes tout le temps. Je crois que tous les humoristes, on a un peu ce truc-là sur nos téléphones ou à la main, mais un petit calepin où en fait toute la journée tu prends des petites notes qui pour la plupart ne germeront jamais. Hein, mais sûr, voilà. Ouais. Si t'es avec quelqu'un, tu vas même lui faire la blague en direct, qui si elle a un bon rire peut même planter une graine de, c'est très triste, mais voilà, on teste sur nos gens.
Et donc je crois qu'il y a des notes un peu tout le temps. Après, je crois que il y a des périodes un peu différentes entre la création live sur scène et un repli sur soi où tu vas aller reboulonner tout ça à l'écrit. C'est-à-dire que j'ai l'impression que beaucoup d'humoristes, en fait, on oscille entre la création sur scène et le polissage, le finissage, quelque chose de plus précis et du coup peut-être un peu plus solennel à l'écrit. Mais moi, par exemple, là, le spectacle, ça fait quelques années maintenant que je ne l'écris plus, mais il bouge tout le temps, mais sur scène. D'accord, il n'y a pas des... parce que c'est également une question que je me posais, je me demandais, quand tu écris appelons ça une blague, quand tu écris une blague, ben, potentiellement tu connais pas la perspective qu'elle aura, tu te dis que c'est drôle, mais peut-être que, je sais pas, il y a un équilibre à trouver avec cette histoire de j'écris une blague et cette histoire de elle est vraiment drôle, tu vois. Ah oui, après, au bout d'un moment, t'as un peu le flair. Mais il faut être convaincu parce que Typiquement, parfois... tu vois, le fait que tu critiques les podcasts, bon, dans le spectacle, je me dis bof quoi. Je pense que, tu vois, ça, typiquement, c'est un petit ajout, comme ça, c'est une petite scorie. Je pense qu'elle va virer dans pas très longtemps. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, t'as un peu le flair et qu'ensuite, si t'as le flair et que ça marche pas, faut t'accrocher, faut se faire confiance. C'est juste qu'elle est pas formulée comme il faut, que t'as pas encore passé l'idée, mais c'est Yacine Bellous, c'est un humoriste formidable, qui dit... qu'en fait, si c'est drôle dans ta tête, ça doit être drôle pour les gens. C'est juste que t'as pas encore trouvé le bon pont pour, tu vois, les amener. Ça. Mais c'est prouvé. mais c'est voilà. prouvé. Si c'est drôle pour toi, c'est drôle. Mais ça veut dire que peut-être tu vas galérer 15 ans à trouver comment est-ce que tu leur montres que c'était drôle pour toi. Tout est à faire de manière. Ouais. Comment tu l'éclaires, comment tu le tournes, comment tu le trucs. Et puis l'écriture. C'est bizarre ces trucs de test sur scène. Faut avoir un peu de conviction. Et puis après, parfois, elle se raffine. Parfois, un truc qui était OK, un an plus tard, va être extraordinaire. Parce qu'elle aura, tu vois, pris en ampleur, en jeu, t'auras rajouté des petites blagues un peu accessoires en plus derrière. Puis il y a cette histoire de corps, de mimique, d'intonation, évidemment, qui joue beaucoup. D'ailleurs, quelque chose de fondamentalement pas drôle du tout peut le devenir grâce à des mimiques, à une intonation. Bref, je me répète, mais c'est un peu l'idée quand même. Ouais, c'est ça. Quel est ton rapport au corps sur scène, à cette présence? Parce que être seul sur scène, c'est quand même quelque chose, tu vois. Complètement. Je suis pas persuadé à titre personnel que le métier d'humoriste soit un métier spécial, mais il y a, comme dans tous les métiers, des vraies particularités, et ça, je pense qu'on peut dire que peut-être la chanson ou les trucs comme ça à son bureau, mais elle est pas sur scène. Oui, c'est ça. Je pense que tout ce qui est seul sur scène, ça peut être la chanson aussi, les trucs, il y a un côté bizarre, quoi. Ouais. C'est une drôle de proposition à la base. Parce que t'envoies 1000 signaux déjà juste quand t'arrives, tu vois, les trois... Enfin, tu vois, c'est Piaf, c'est excellent exemple, tu vois, l'idée de genre un physique, une fringue, une expression. Et Piaf, c'était pas ça, Piaf, c'était une voix, mais juste comme elle arrivait, elle te donne déjà 1000 signaux. C'est vrai que les humoristes, on a ça, on fait partie de ces gens où on te voit arriver et c'est déjà fait une histoire en te voyant débarquer, au-delà de ce que tu vas dire. Et moi, le rapport au corps, en fait, il a vachement évolué. Quand j'ai commencé, j'étais pas dans une période en grand amour de moi-même et en grande confiance en moi. Je me posais bien de questions autour du genre et donc j'avais un rapport à la féminité complexe et du coup, je me cachais complètement. J'étais presque habillée comme un mec, j'avais un bonnet, des grandes lunettes et tout. Et j'étais pas du tout dans la séduction, j'étais pas dans mais même pas dans la mise en avant de moi, même pas quelque chose de flatteur, tu vois. Et je pense que j'avais peur qu'en fait ça éclipse la scène. C'est-à-dire que comme j'étais une femme, j'avais peur qu'on me dise si tu te fais jolie, on va te taxer de ne pas être au final un bon auteur et on va pas te respecter pour le truc pur, tu vois, légitime, parce qu'on va dire ah oui mais tu vois c'est charmant, etc. Et petit à petit je me suis défait de cette espèce de misogynie internée, puis je me suis dit mais internalisé, il y a vachement de ça. On mettait dans la balance, tu vois, genre le sérieux, la noblesse de l'auteur et dans l'autre sens le truc de bonne femme, tu vois. Et plus ça va, plus je me suis réconciliée avec ça et je me dis mais en fait je suis marrante et j'ai confiance en qui je suis et c'est solide intellectuellement et c'est pas pour autant que je peux pas me faire plaisir en me mettant des boucles d'oreilles qui me font kiffer ou je sais pas quoi. Mais après c'est aussi juste parfois le symptôme de ce que t'es à un moment de ta vie, tu vois. Si tu te sens pas bien, il y a quand même des enjeux perso, voilà, c'est ça. Tu peux être dans des périodes où tu t'aimes pas pour X ou Y raison et t'as la même gueule, hein. Mais du coup tu seras dans un truc, tu feras moins le pan que des périodes où t'es amoureux, t'es lumineux, machin. Mais donc ouais, moi ça a été une vraie question, passer d'abord par l'élimination du corps et maintenant au contraire le jeu de tout ça et ça m'amuse beaucoup et je pense qu'il y a une vraie misogynie internalisée encore chez beaucoup de femmes humoristes qui est l'impression de devoir faire un choix entre l'un ou l'autre, qui a un mépris d'un côté, enfin c'est compliqué mais en même temps je peux pas leur en vouloir parce que de toute façon on te le reproche sur scène. Si tu te fais belle ça va pas, si t'es moche ça va pas, donc de toute façon il faut
il n'y a pas de point neutre, tu vois. Et quelle est la solution, selon toi? Faire le truc pas faire un truc en réponse. Faire le truc qui est cohérent avec toi, te connaître assez, et parfois ça prend du temps, peut-être qu'on ne naît à nous-mêmes qu'à 35, 40 ans, tu vois, mais faire le truc qui est cohérent avec toi et non pas genre te cacher parce que t'as l'impression que les gens n'aiment pas les femmes, ou au contraire surjouer d'un truc où tu te fous toute seule dans un cul-de-sac de, je sais pas, surjouer la féminité ou une forme de vulgarité ou un truc. Si c'est vraiment toi, c'est génial si c'est ton ADN. Oui, bien sûr. Et tu vois ce que je veux dire, évidemment. si c'est genre par provoque ou par truc parce que tu sais qu'être une femme, je trouve que c'est un peu dommage. Mais je crois qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce milieu aussi, c'est que on est seul, sans artifice, et on parle a priori de notre point de vue. Et donc je pense aussi qu'être mature dans le stand-up, ça demande d'être hyper mature dans ta vie. Et c'est pour ça que je pense que c'est difficile de faire une star du stand-up à 17 ans, tu vois, ce que tu pourrais faire dans la chanson ou autre chose. Parce que je pense qu'en fait, si tu mets très longtemps à naître à toi-même, à te connaître, à être cohérent avec qui tu es, tu vois ce que je veux dire. Et puis certaines personnes, c'est en plus assez tard. Tu vois. Ouais, et que ça peut devenir même intéressant de dire en fait c'est à 50 balais que je suis pleinement maîtresse de mes moyens et trucs. T'es quel genre de spectatrice d'ailleurs, toi, en Très humour? enthousiaste. C'est vrai? T'es Je ris très fort. J'ai un t'es- truc. Non, mais c'est que j'ai un truc de. Comment dit-on Quand c'est du live, hein, quand je suis chez moi, je peux juger. Mais quand Oui, c'est bien en vrai, sûr. j'ai vraiment une sororité du métier. Tu vois ce que je veux dire, une compassion. Enfin, tu vois ce que je veux dire, j'ai envie d'encourager les collègues, quoi. Je sais que c'est dur. Et puis, c'est un phénomène d'entraînement. Plus on rit. Et on est là pour ça, en plus, pendant 1 heure. Donc, à la limite, tu vois, on pourra débattre et couper les cheveux en 4 après. Mais sur le moment, mieux la personne se sent sur scène, plus elle va donner le meilleur. Donc, tu vois, arriver les bras croisés et faire « on va voir ce qu'il va me prouver », tu vois, je trouve ça hyper stérile. C'est des faux problèmes, en plus. C'est un peu des trucs de jaloux, je trouve. Donc, moi, j'essaie vraiment d'être bonne camarade, quoi, tu vois. Je ris fort et j'applaudis et je fais du bruit pour mes voisins. Là, et tout. d'accord. Voilà. Et dernière question que je pose à absolument tous mes invités. Oui. Quels sont tes derniers coups de cœur culturels? Oui, mais Succession, enfin, je découvre maintenant, je sors de sous mon caillou et je découvre. Quelqu'un t'a déjà dit Succession? Non. Non, c'est bon, cool. Donc, série HBO, qui est cette fabrique à belle fiction que nous offre cette chaîne américaine. Et donc, Succession, c'est un mec. C'est créé par un mec qui s'appelle Jesse ou James Armstrong, qui est britannique à la base, qui a collaboré sur The Thick of It, qui est la série qui a donné naissance à VIP après. Donc c'est un mec qui a bossé avec ce showrunner et réalisateur et scénariste qui s'appelle Armando Iannucci, qui est brillant. Et donc Armstrong, il a fait de la comédie de bureau, de la comédie politique, de la comédie noire, il a fait un peu plein de trucs. Je sais plus si c'est lui qui a fait We Are Four Lions, qui est un long métrage absurdissime, génial, sur des terroristes bras cassés en Angleterre. C'est incroyable. Et donc, Succession, 2 saisons, HBO, sur une dynastie qui se basait sur la vie de Rupert Murdoch, en fait. Une dynastie médiatico-empire bizarre. Un papa, 4 gamins, et les intrigues de tout ça, avec qu'est-ce que c'est de grandir avec un père qui t'écrase autant, qu'est-ce que c'est l'ambition, qu'est-ce que c'est la trahison, qu'est-ce que c'est la famille, qu'est-ce que c'est tout ça. Et c'est horrible parce que le plot, à la base, tu te dis, donc, c'est que des gens blancs, hétéros, très, 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 trop riches, très à droite, très horribles. Et c'est un plaisir. Et t'arrives à les humaniser. C'est là où c'est très, très fort. C'est que c'est tragicomique, ça arrête pas de changer de ton tout le temps et tout. C'est d'une brillance à l'écriture. Il y a 0 scène où on prend les gens pour des cons. Du coup, on se sent obligé de tout réexposer, genre... Bonjour Mathilda, qui est ma sœur. Comment vas-tu aujourd'hui? Allons voir Thierry, qui est notre... Tu vois ce que je veux dire, Ouais. le truc, ça va trop vite. Tout Trop le monde bien. est trop smart. Mais justement, ça nous tire vers le haut, quoi. Je pense Ouais. que vraiment la fiction française doit aller de plus en plus vers ça. Où, au pire, les gens mettront pause, ok? Mais arrêtons de vouloir bêtifier, quoi. Ouais. Succession, c'est magnifique. C'était un peu Ok. mon accrochage Ça du me va moment. très bien. Et une fois n'est pas coutume, moi aussi j'ai un coup de cœur culturel parce que bravo. c'est ta première partie. Paul Mirabel. Oh, merveilleux, Paul Mirabel, Du on coup, je l'adore. tenais à le placer et c'est un Paul peu le Mirabel. bon épisode. Paul Mirabel, qu'est-ce qu'on l'aime. Voilà. Merveilleux. Allez voir Paul Mirabel Ouais, 1. tapez juste. Paul Mirabel 1 sur Oui, Instagram. c'est vrai, sur Instagram. Qui est une grande chose terriblement drôle, qui va être une star de l'humour. Vraiment, ça va être un des très grands dans 10 ans. Enfin, la question se pose même pas. Tu sais, il y a des gens, genre, c'est sûr. Et en fait, Ouais, ben. au-delà du fait d'être drôle, c'est important d'avoir ta voix, une voix particulière. Je parle pas de voix VOX, mais si un peu, mais dans le sens un personnage, si tu veux, et Ouais. une esthétique. Et lui, il a ça, mais fort, fort, fort. Paul Mirabel, un des futurs de l'humour. Vous l'aurez entendu dans La Qui en premier. Un scoop. Bon, et bah trop bien. Merci beaucoup Marina. Merci à toi. Et bien voilà, La Qui, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée.
En attendant, si l'entretien avec Marina Rollman vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des suggestions ou des envies d'invités, pourquoi pas, pour le podcast, n'hésitez pas à m'écrire, mais aussi à suivre La Quille sur les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu, si le podcast vous intéresse, parce que c'est un peu de toutes ces manières que La Quille pourra se développer. Je vous rappelle que le spectacle de Marina Rollman, un spectacle drôle, se joue au Théâtre de l'Œuvre à Paris et qu'elle officie sur France Inter chaque semaine. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.